Je pense qu'il est nécessaire que nous allions, et en particulier en province, parce que c'est un lieu quand même un peu où les liens sont peut-être plus difficiles au niveau politique, mais que nous allions en direction d'organisations comme le mouvement de la paix, et que nous défendions nos positions communistes. La lutte pour la paix, la lutte contre la guerre, c'est une lutte contre le capitalisme, et on ne peut pas dissocier l'un l'autre, même s'il est nécessaire, à un moment donné, de rassembler les travailleurs, les masses, les démocrates, etc., contre la politique de guerre du pouvoir, mais il faut expliquer pourquoi il y a cette politique de guerre. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, et vous voyez, hein, il y a 30, quand l'Union soviétique a été renversée, il nous expliquait que la paix allait régner sur l'humanité pour des siècles. Aujourd'hui, tous les spécialistes militaires, dans tous les pays impérialistes, Russie et Chine compris, parlent de la guerre. Donc, par conséquent, il nous faut mobiliser les masses populaires. Il nous faut mobiliser le prolétariat de notre pays pour que se reconstruise dans notre pays un grand mouvement populaire contre la guerre, contre l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, et pour faire en sorte justement que les masses associent la paix à la bataille pour le socialisme et le communisme. Nous ne sommes pas des scientifiques qui nous penchons sur les problèmes de l'État en général, etc. Nous, notre problème, c'est de se positionner sur les questions de l'État en général par rapport à notre tâche, qui est celle de préparer la révolution et de l'État à venir. Qu'est-ce qu'on fait avec l'État bourgeois et quel type d'État doit le remplacer? Or, c'est justement dans cet ouvrage que Marx analyse le bilan de la Commune de Paris et le fait que la Commune de Paris a mis à jour un nouveau type d'appareil d'État. C'est le type d'appareil d'État qui va constituer, je reviendrai sur le fond, qui va constituer ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, la forme de domination du prolétariat dans cette société, et qui annonce le non-État, c'est-à-dire la période, une fois les tâches de la dictature du prolétariat épuisées, la période où on n'aura plus d'État avec la société communiste, parce qu'il n'y a plus de classe sociale à gérer, ou pour gérer, c'est la gestion des choses qui remplace la gestion des hommes. Hein, donc l'État étant la gestion des hommes, hein, en soi. Donc ça, c'est l'ouvrage, si vous voulez, qui permet d'avoir une réflexion sur quels sont... Alors vous savez, peut-être c'est bon de le préciser, vous savez que Marx s'est toujours refusé à donner une vision de ce que serait la société future. Il dit, à partir de la société capitaliste et de son développement, on peut penser que la société communiste aura tel ou tel aspect. Par exemple, ça sera une société sans argent, sans État, une société où il y aura satisfaction des besoins, etc. Mais, contrairement au socialisme utopique, à aucun moment il nous dit il y aura ça, les couleurs des portes ça sera comme ça, les fenêtres ça sera comme ça, ou le midi on mangera ça et le soir on mangera ça. Et là, je ne caricature pas, puisque le socialiste utopiste Cabet, il a tout un développement sur la manière dont les repas seront organisés dans le cadre de la société communiste. Avec le matin on mange ça, le midi on mange ça, le soir on mange ça, le soir on mange en famille, à midi on mange tous ensemble. C'est un truc. Et ça fait, ça fait sourire aujourd'hui, et puis ça fait sourire les petits bourgeois, mais quand on se rappelle quand même que quand Cabet écrit, vous avez quand même la moitié de la classe ouvrière qui ne mange pas à sa faim, ou qui est sous-alimentée en permanence, ou qui connaît la famine, parce qu'il écrit en 1848, en 1847, je rappelle, il y a eu 1 million de morts en Irlande à cause de la famine. Donc quand il a sa préoccupation sur la façon dont on fera la nourriture, ça répond aussi à un besoin social de cette époque-là. À savoir, il faut que tout le monde mange, et tant qu'à faire avoir une nourriture équilibrée, de ce point de vue, Cabet, il est fortement en avance
par rapport à aujourd'hui où on se pose aussi ces questions. Qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'il faut manger n'importe quoi, etc., etc. Mais pour revenir à ce que je disais, Marx il se refuse à ça. Marx dit, nous on est des scientifiques, donc on analyse dans la société actuelle quels sont les traits qui en se développant vont être contradictoires avec cette société, et à partir de là on peut voir quelques aspects de la façon dont cette société va se construire. Et donc c'est dans la critique du programme de Gotha, par exemple, il a quelques idées sur la société communiste, mais c'est extrêmement primaire hein, comme façon d'analyser les choses. Hein. C'est pas dans le détail. Il y a des partis qui commencent à se développer, je pense aux camarades italiens, mais c'est vrai qu'il y a dans un certain nombre de pays, on peut dire que ça patine. Mais c'est ça la vie. Les gens qui pensent qu'on peut faire accoucher une société qui va être complètement différente que ce que connaissent les sociétés humaines depuis qu'existent les sociétés de classe, ça va se faire dans la joie et sans douleur, c'est là se trompe. Il y a effectivement des situations difficiles, il y a des moments difficiles à passer, et ben nous disons, nous sommes optimistes, et finalement, l'avenir, c'est l'avenir qui est au communisme, c'est pas l'avenir au capitalisme. Et la parité en matière politique que la social-démocratie a donnée, qu'est-ce que c'est d'autre que justement le fait que les femmes de la bourgeoisie réclament leurs droits, mais au détriment des autres femmes. Parce que lorsque les femmes du Parti républicain sont élues, lorsque les femmes du Parti socialiste sont élues, ça change quoi fondamentalement à la situation fondamentale des femmes travailleuses dans d'autres pays et dans quelques pays que ce soit? Au contraire, ça les écarte de la vie politique, parce que tout le monde sait qu'en régime capitaliste, et ça a été dit et redit à la tribune, en régime capitaliste, la situation est telle que de fait, la reproduction sociale fait que les femmes s'écartent de la politique, parce qu'il faut bien s'occuper à la maison, puisqu'il n'y a pas de crèche, parce que, comme l'a dit René, on a, et c'est les sociodémocrates qui l'ont fait, et on n'a pas assez insisté, il faut dire aussi que dans mon syndicat, même quand ils se prétendent ultra-féministes, ce sont en général des réformistes qui sont à la tête. Et il faut quand même se rappeler que la modification des horaires scolaires par la loi Payon a été une véritable catastrophe dans les familles, parce que les enfants étaient lâchés à n'importe quelle heure du jour, de la nuit j'exagère, mais n'importe quelle heure du jour, et qu'il fallait les récupérer, parce que comme il n'y a pas de garderie, etc., etc. Donc toutes ces questions nous renvoient bien à l'idée que les mesures partielles qui sont issues des luttes, c'est ce que disait la camarade, il faut faire attention de ne pas repousser le quotidien sous prétexte qu'il y a l'avenir, parce que sinon il n'y aura jamais d'avenir. Mais les batailles partielles que nous pouvons mener, les avancées partielles qu'il peut y avoir, il faut faire attention de bien les situer, parce que sinon elles se retournent toujours contre les travailleurs. C'est toujours les mêmes qui payent. Regardez, dernier exemple, qui concerne en particulier aussi les femmes. Regardez la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est formidable. Sauf que, comme on est en régime capitaliste, aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est ce qui permet quand même à l'industrie pharmaceutique de vivre aux frais de l'ensemble des travailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, l'industrie pharmaceutique, grâce à la sécurité sociale, alors je dis grâce, à cause, pas comment il faut le dire, mais dans la mesure où l'industrie pharmaceutique, c'est des capitalistes, bien, la sécurité sociale, qui est une partie de la plus-value que les travailleurs ont produit, eh ben, cette partie de la plus-value, elle va dans les grands laboratoires pharmaceutiques. Chers amis et chers camarades, c'est une émission spéciale de notre télévision aujourd'hui, dans laquelle nous allons vous expliquer notre positionnement par rapport
au premier tour des élections présidentielles et ce qui en découle pour le second. Le premier tour des présidentielles a montré, d'une part, une recomposition des forces politiques que nous avions annoncée, recomposition des forces politiques qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui, nous avons, pour le deuxième tour, deux candidats qui satisfont l'oligarchie financière et les monopoles capitalistes. C'est une escroquerie de voir dans le deuxième tour une opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dans la mesure où ces deux candidats participent du système capitaliste et, sur le fond, même si quelques éléments les distinguent, sur le fond se préparent à mettre en place une politique qui est en fait celle qu'a définie François Fillon dans son programme, à savoir une offensive généralisée contre le peuple travailleur, contre les droits démocratiques. Et donc, par conséquent, nous pensons que pour ce deuxième tour, il faut refuser et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il faut renforcer le syndicalisme de lutte de classe, et en particulier en adhérant aux grandes organisations syndicales de classe, même si celles-ci sont pour l'instant sous la direction des réformistes. Deuxièmement, il est nécessaire que chacun d'entre nous prenne conscience que notre classe ouvrière, notre peuple, notre pays, a besoin d'un parti communiste qui soit capable d'entraîner les masses à la lutte pour un avenir différent, un avenir de rupture avec le capitalisme. Parce que Lénine a bien conscience que si le mouvement révolutionnaire est en train de monter, par contre les contre-révolutionnaires, ils se préparent. Et tout le monde voit que les contre-révolutionnaires se préparent. Les Cosaques, les troupes qui sont au front, ils n'ont pas le contact avec les travailleurs, les nobles, etc. Tout ça, tout le monde se prépare à quelque chose. Les Junkers, qui font partie des troupes répressives, etc. Tout le monde se prépare pour le conflit contre le mouvement révolutionnaire. Et donc Lénine dit c'est une question de jours. Et là, il y a des gens qui sont pour l'insurrection, tout au moins qui votent pour l'insurrection, mais qui trouvent le moyen, ou tout au moins qui trouvent des échappatoires pour qu'on ne se prépare pas tout de suite et que l'on ne pose pas la question de la révolution comme un problème immédiat. Je pense en particulier à Trotsky, qui va avancer l'idée qu'on ne peut pas faire la révolution sans attendre, on ne peut pas faire la révolution sans attendre que se réunisse le deuxième congrès des soviets. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en gros, on annonce à l'avance quel va être le jour de l'insurrection. Ce qui est une aberration, parce que ça permet aux autres de se préparer. Et, d'autre part, dire cela, c'est faire confiance à la direction conciliatrice du Conseil exécutif central, parce que, par exemple, ils avaient décidé que le congrès des soviets serait ouvert le 20 octobre. Or, voyant que la situation était un petit peu compliquée, ils repoussent au 25 l'ouverture du congrès des soviets. Ce qui veut donc dire que la révolution se met à la remorque des décisions des conciliateurs. Et enfin, l'autre élément, qui redonne d'ailleurs raison à Lénine, c'est que le 22 octobre, l'état-major, le gouvernement provisoire, les partis conciliateurs avaient décidé de faire une provocation pour refaire le coup du mois de juillet 1917, c'est-à-dire isoler l'avant-garde et reprendre l'offensive. Ce jour-là, le 22 octobre, ils avaient décidé qu'il y aurait une procession dans les rues de Pétrograd, vous voyez ce que ça veut dire, hein, une procession dans les rues de Pétrograd des Cosaques à l'occasion d'une fête de la religion orthodoxe, en liaison avec la religion orthodoxe. Les popes poussaient à la roue à ce que cette procession ait lieu. Et donc l'idée, c'est que lors de cette procession, il y aurait des affrontements,
et que les bolcheviks, on pourrait les mettre au pas, puisque les Cosaques étaient là. Donc voilà, ça c'est les divergences qui existaient, et qui vont exister jusqu'au dernier moment. Cela dit, c'est la position de Lénine qui l'emporte, puisque le soulèvement révolutionnaire a lieu le 24 octobre. Sur le marché, on vend une marchandise avant de la consommer. Et on achète une marchandise avant de la consommer. Ça me semble évident. Ce que tu as décrit, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas imaginer que on consomme la marchandise avant d'avoir réalisé sa valeur. Parce que sinon, le vendeur, il s'y retrouve pas. D'accord ? Ça va, vous... Je crois que c'est effectivement c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que la marchandise, elle arrive toujours sur le marché, elle est échangée, donc elle réalise sa valeur avant d'être consommée. Sinon c'est soit du vol, soit ça peut être un crédit. C'est plus ou moins abordé dans le chapitre suivant, dans le chapitre 3. C'est le fait que la marchandise est prise par l'acheteur, mais celui-ci ne la paiera que 90 jours plus tard. C'est un crédit. Et aujourd'hui, avec le développement du crédit à la consommation, on a le même phénomène, mais à l'échelle, disons, de la consommation individuelle. C'est-à-dire qu'on vous allez à la FNAC, vous achetez un ordinateur, et vous ne le payez pas tout de suite, vous le payez sur un an, vous le payez en 3 fois, etc. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'attitude des directions syndicales. Nous, comme communistes, nous le disons avec toute la responsabilité qui est la nôtre. Il est nécessaire aujourd'hui que le mouvement syndical, et notamment le mouvement syndical dans sa fraction la plus combative, je pense à la CGT et dans une moindre mesure à la FSU, et aussi à Solidaire, lance un appel à une journée de grève générale au minimum, pour faire en sorte que tous les mécontentements, et ce sans sectarisme, puissent se manifester contre une politique qui est une politique de classe, et donc à laquelle il faut répondre par un combat de classe. Si ce n'est pas le cas, ce mouvement risque l'échec. Et en risquant l'échec, c'est le risque d'une radicalisation vers la droite, c'est-à-dire vers des formes fascisantes qui risquent de se produire. Les gens qui disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas aller manifester avec les gilets jaunes sous prétexte qu'il y aurait des gens de droite et d'extrême droite qui seraient à l'intérieur de ce mouvement-là, ces gens-là, en fait, ils apportent leur soutien au gouvernement Macron. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mouvement social qui soit pur. Il y a toujours dans le mouvement social un tas de gens qui sont là parce qu'ils sont mécontents, quelles que soient leurs opinions idéologiques et politiques. C'est aux révolutionnaires comme nous, mais c'est aussi au mouvement syndical, c'est aussi aux démocrates d'être présents avec eux pour empêcher la récupération de ce mouvement par des forces qui sont des forces nébuleuses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le mouvement syndical fasse son autocritique et dise aux Gilets jaunes, nous sommes avec vous. Il y aura des discussions, il y aura des désaccords, mais sur la base des revendications qui sont communes, il y a la nécessité d'une action qui soit une action qui englobe l'ensemble des mécontentements et qui n'oublie pas, pour l'expression de ce mécontentement, parce qu'il faut aussi poser les problèmes, que premièrement, ce n'est pas un problème d'impôt, c'est un problème de pouvoir d'achat. Deuxièmement, que l'impôt, il est injuste en société capitaliste, parce que cet impôt, il est destiné à aider le capital
et donc il se fait sur le dos des travailleurs, il constitue la partie de l'exploitation du travail que réalise l'appareil d'État au service des monopoles, et que cette politique qui est menée par Macron, sous tous ses aspects, c'est la politique qui est décidée par les capitalistes à l'échelle du continent européen, dans l'Union européenne, cette structure qui est là pour imposer encore plus fortement le pouvoir du capital sur les travailleurs. L'Union européenne, ce n'est pas une structure qui est en dehors du capital. Ce n'est pas une structure qui est en plus en dehors du capital français. La France, comme pays impérialiste, est, avec l'Allemagne impérialiste, les deux chevaux de trait qui conduisent la bourgeoisie européenne. Et s'il y a des gens qui sont moins bien traités que d'autres dans les différentes bourgeoisies, c'est parce que la France et l'Allemagne sont à la tête justement de toutes les politiques antisociales qui s'instaurent, même s'il y a des divergences entre eux, même si aujourd'hui les uns sont pour la rigueur budgétaire et les autres se disent qu'avec un peu moins de rigueur budgétaire et plus d'austérité, on y arriverait. Vous voyez tout de suite les nuances très spécialisées. Donc, la question qui est posée, c'est quelle doit être la place qu'ont les communistes dans cette bataille. Alors, il faut qu'on soit clair, l'Union européenne a été construite par les capitalistes et par l'impérialisme américain pour lutter contre le socialisme. Dans les années 1945, vous voyez, c'est reprenant d'ailleurs le vieux rêve de Hitler d'une Allemagne qui serait à la hauteur de l'Europe, c'est-à-dire une Europe hitlérienne. Les Américains ont décidé que cette Europe, elle serait américaine. Alors ça ne s'est pas fait sans contradiction. L'impérialisme français a montré les dents. Il s'est doté de la bombe atomique, ce qui n'est pas quelque chose de positif, contrairement à ce que pensent certains. L'impérialisme français s'est placé à un moment donné comme jouant les rivalités entre l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Mais sur le fond, vous pouvez me dire à un moment donné, pour ceux qui connaissent, en quoi De Gaulle s'est opposé à l'Union européenne, c'est-à-dire à cette union des bourgeoisies ouest-européennes pour lutter contre l'Union soviétique, pour lutter contre les pays qui étaient colonisés et qui se battaient pour la décolonisation, pour lutter pour que le Vietnam ne subisse pas l'agression américaine, etc. Jamais. Bien sûr, il a pris des positions qui sont celles de l'impérialisme français, mais ces positions-là, en aucun cas, ne peuvent être considérées comme des positions qui sont progressistes. C'est que nous, les révolutionnaires, nous utilisions les contradictions entre les uns et les autres, c'est une chose. Mais par contre, une autre chose est de considérer que De Gaulle serait un personnage au-dessus des classes, etc. Donc il était l'homme de l'impérialisme français, et comme tel, sa politique ne peut pas être une politique qui soit jugée purement et simplement positive, car c'est une politique qui va à l'encontre des intérêts de l'époque. Et d'ailleurs, demandez au peuple d'Afrique ce qu'ils en pensent sur toute cette période. Je rappelle quand même qu'entre Fulbert Youmou, le Tchad, le Cameroun, etc., les crimes de l'impérialisme français ne se sont pas atténués à l'époque de De Gaulle. Ils ont même eu une espèce de regain dans le cadre de la décolonisation. Donc, oui. Dans les villes et dans les champs, à l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans. À l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans pour reprendre le visage, le dernier rempart des Blancs, par les monts
s'avançait.